Oui, oui, voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux quand même, on s'en félicite, même si on n'est jamais assez nombreux. En tout cas, on reconnaît beaucoup de fidèles et c'est tant mieux. Alors, on va vous proposer pour démarrer une petite photo, comme tout le monde est là et que certains vont devoir certainement s'en aller un tout petit peu ensuite. Alors, je donnerai la parole d'abord pour une première intervention très courte, pour une très bonne nouvelle, à Steve. Steve, donc tu pourras te rapprocher de moi. Ensuite, je donnerai la parole au réseau RUCSA, au réseau d'urgence climatique et sociale de Sud-Alsace, donc le collectif qui est en lutte au premier plan contre l'installation d'Amazon à Ensisheim. S'exprimeront ensuite Yélise et Patrick du Chaudron et de RUCSA pour un petit texte lu qui a été écrit par un universitaire alsacien. Suivront Loïc Mineri, donc, qui est porte-parole régional d'Europe Écologie des Verts, qui est également vice-président du Mulhouse Alsace Agglomération. Donc Loïc a mobilisé beaucoup d'élus et beaucoup de communes du Haut-Rhin pour essayer de s'opposer à ce projet d'Amazon à Ensisheim. Il vous en parlera tout à l'heure. Si d'autres élus sont présents, je vous prie de vous rapprocher de moi. Vous pourrez bien sûr prendre la parole. Si d'autres personnes également veulent intervenir ensuite au micro pour un petit temps de parole, ce sera avec plaisir. Enfin, j'interviendrai également un tout petit peu et nous verrons comment continuer ce temps de regroupement. Alors, je vais donner la parole à Steve. Il va vous expliquer pourquoi il prend la parole d'abord, parce qu'il a son petit chasuble Action Violente COP21. Non violente. Ouais, je passe tout de suite le micro, j'ai des bêtises. Merci Pascal. Alors oui, c'est ANV COP21, donc Action non violente COP21. C'est pour annoncer une très bonne nouvelle, puisque dans la lignée de ce qu'on a pu connaître à Mulhouse, avec Patrick et Anne, qui étaient aussi à Mulhouse, deux prévenus dans le cadre d'un procès que vous avez sûrement entendu, dont vous avez sûrement entendu parler, des décrocheurs de portraits du président Macron dans les mairies, entre autres de la région de Mulhouse. Et là, donc, c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est deux militants de la lutte contre le réchauffement climatique, qui sont Christine et Charles, qui ont été relaxés ce matin par le tribunal judiciaire de Strasbourg. Et comme pour Anne et Patrick, ils étaient en fait prévenus dans le cadre du décrochage du portrait du président Macron. Et là, c'était à la mairie de Ligolsheim. Donc, il y a eu lieu en juillet 2019. Et le portrait n'a pas été restitué, puisque vous le savez peut-être, en fait, c'était dans le cadre de réquisition, en attendant que des mesures à la hauteur de l'urgence climatique puissent être prises par le gouvernement. Comme c'est toujours pas le cas, donc le portrait n'a pas été restitué. Donc la présidente du tribunal, Isabelle Carolac, a motivé sa décision en invoquant l'article 10 de la Convention européenne sur la liberté d'expression, puisque la Cour européenne dit que la liberté d'expression est quasi absolue sauf violence. Et la juge soulignait que lors des faits, un tract militant avait été laissé, qu'un photographe de presse était présent et que le portrait a été utilisé lors d'une manifestation à Biarritz lors du G7 en août 2019. Donc le parquet avait recueilli une amende de 300 € avec sursis, ce qui n'a pas été le cas. Et l'annonce de la décision, bien sûr, a entraîné une clameur de joie. Donc bravo à eux. Merci Steve. Steve a participé d'ailleurs
de manière très active, je crois qu'on peut le dire, au décrochage de portraits à Mulhouse. Voilà. Alors je vais donner la parole à Alain et à Joseph, je crois qu'il ne doit pas être très loin, que je ne reconnais pas derrière son masque. Joseph est là. Alain d'abord. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Donc comme l'a dit Pascal, je suis Alain Dio, je suis membre du RUCSA et de Alternativa Souls. Ça fait maintenant 6 mois que nous manifestons notre opposition au projet Eurovert 16 à Ensisheim. 6 mois, quasi jour pour jour, que je demandais à Michel Habig si c'était Amazon qui se cachait derrière ce projet et qu'il me répondait qu'il ne savait rien, sans que ça le gêne, dans sa conviction qu'il ne pouvait s'en tenir à la création d'emplois pour justifier ce méga entrepôt de logistique. 6 mois que nous étions rassemblés devant la mairie d'Ensisheim pour la clôture de l'enquête publique et que nous créions RUCSA, quelques associations et quelques citoyens choqués et voulant s'opposer à ce projet. 6 mois que malgré nos demandes répétées adressées au préfet, nous n'avons pas pu le rencontrer, pas plus M. Laugier que M. Touvet avant lui n'ont répondu à notre demande. La seule réponse que nous avons eue, nous l'avons eue très récemment, début novembre, puisque M. le préfet a envoyé la même lettre que je baptiserai de lettre circulaire à RUCSA et aux élus qui avaient également demandé une rencontre, à le rencontrer un peu après nous, et qui nous dit que l'instruction du projet se poursuit dans le respect de la procédure. C'est tout ce qu'il y a écrit dans le courrier. Ça montre bien à quel degré de mépris on est arrivé. On se moque de l'expression citoyenne, qu'elle soit portée par les associations ou qu'elle soit portée par les élus. 6 mois pendant lesquels nous avons informé les habitants d'Ensisheim et des communes environnantes, puisque les élus du territoire qui ont décidé ce projet n'ont fait aucune concertation avec la population. 6 mois, c'est aussi le temps de l'action juridique que nous avons engagée et portée par le RUCSA avec Alsace Nature et les Amis de la Terre. Il n'y a eu aucune réaction au recours gracieux qui a été déposé il y a 2 mois contre le permis de construire. Place c'est maintenant au recours contentieux. Plus près de nous, il y a 1 mois, nous étions ici, devant la préfecture, et nous apprenions de Frédéric Duval, le patron d'Amazon, qu'il n'avait pas de projet en Alsace. Excusez-moi. Mais nous ne sommes pas dupes, bien sûr. On connaît les méthodes rodées de la technofinance. D'autant, excusez-moi, d'autant qu'avec la lettre de mission que Macron vient de signer à France Stratégie, on peut se poser toutes les questions puisque cette lettre demande à France Stratégie de trouver toutes les solutions efficaces pour donner sa place à la France dans le monde de l'e-commerce mondial et de bien étudier ce que pourraient être des solutions d'entrepôt clé en main. En toute cohérence avec ce qu'il disait déjà en 2015, puisqu'il disait qu'il voulait faire de la France une plateforme de référence pour l'e-commerce mondial. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau devant les portes de la préfecture, toujours aussi opposés à ce projet de méca-entrepôt désastreux, à tout point de vue. Désastreux d'abord pour la surconsommation et pour ce que la surconsommation provoque sur l'environnement et le climat. Rien qu'avec les gaz à effet de serre, Amazon à lui tout seul, c'est des millions de tonnes pour
Comparaison, en 2018, les chiffres de la consommation, l'émission de gaz à effet de serre d'Amazon représentaient la production du Portugal. Et ça n'a fait qu'augmenter. Désastreux aussi pour la surconsommation qui se cache derrière la surproduction qui se cache derrière la surconsommation. Et les conséquences de cette surproduction sur les populations de pays éloignés qui travaillent pour produire massivement tout autour de la planète. Désastreux bien sûr pour le commerce de proximité. On a vu dans les semaines passées les dégâts combinés de la Covid et de l'e-commerce massif. Sans parler des conditions de travail dans les entrepôts, de l'évasion fiscale organisée par Amazon et ses comparses du même acabit. Toujours combatif pour dire que nous refusons ce projet NCSIM, comme celui de Fontaine, comme tous les autres projets nouveaux de centres de logistique e-commerce. Pour dire que nous refusons le mépris avec lequel on traite les citoyens, les associations, les élus qui se battent pour un monde plus juste, plus respectueux de l'homme, de la planète, un monde vivable pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci. Merci Alain. On passe la parole à Joseph qui va vous expliquer un petit peu plus ce que c'est que ce fameux CODERST. Donc le Conseil départemental de l'environnement, ça y est, je cherche mes mots, et il va vous le dire. Enlève le masque. Quelques problèmes techniques avec la vue, désolé. Alors, je me présente, Joseph Baumann, secrétaire d'Alsace Nature et Alsace Nature, membre de RUXA. Alors, Eurovia 16, Amazon à Ensisheim, conte de fées ou film d'horreur. Décembre 2018, décès d'un agriculteur des suites de longues maladies, sans successeur voulant reprendre la ferme. Le maire d'Ensisheim soutient qu'il n'y avait pas de repreneur et que les terres étaient de piètre qualité. Comment croire cela alors qu'il y était pratiqué antérieurement, notamment du maraîchage et des cultures de fraisiers en libre cueillette? Pas de repreneur? Alors que par exemple Terre de Liens recherche activement des terres agricoles pour les préserver. Mais non, on attribue à ces terres de bien meilleures valeurs, à savoir une situation stratégique entre la France, la Suisse et l'Allemagne, le long de l'axe principal nord-sud, à proximité d'un échangeur qui mène directement en Allemagne avec un aéroport international à proximité. La vérité est que la Comcom, tout comme le Conseil départemental 68, persiste dans un schéma de développement économique sans scrupules, comme si le changement climatique s'arrêtait aux frontières du Haut-Rhin et que le territoire de la Comcom n'était en rien concerné par la résilience, la nécessaire résilience alimentaire. Il a raison. Oui. Les terres situées avantageusement dans le prolongement de la zone d'activité du PAPA, le parc d'activité de la plaine d'Alsace, éveillent l'appétit irrépressible du président de la Comcom Centre-Haut-Rhin. Et en mars 2019, à peine 6 mois après le décès du propriétaire, les terres deviennent la propriété de la Comcom. S'ensuit une modification du PLUI, du plan local d'urbanisme intercommunal, et du parc d'activité de la plaine d'Alsace, ouvrant la voie au démarchage des logisticiens et des distributeurs d'e-commerce. Donc des distributeurs pratiquant le commerce en ligne, dont certains sont déjà présents. Le projet a fait l'objet d'une enquête publique commune pour la demande de permis de construire et pour la demande d'autorisation environnementale.
enquête publique qui s'est achevée en juin 2020 par un avis favorable sans réserve. Le dépôt du dossier de demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un établissement logistique à Ensisheim est daté du 27 septembre 2019. Il concerne des activités d'entrepôt de stockage. Donc, pour savoir ce que ça représente derrière, on n'en sait rien. Dans sa séance de cet après-midi, le CODERST, Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui se tient à l'instant même, est appelé à statuer sur le dossier Eurovia 16 Project. Un avis favorable ouvre la voie à la signature par le préfet de l'arrêté d'autorisation ICPE. Alors pourquoi est-il si pressant d'accorder cette autorisation environnementale? Il y a plusieurs raisons. Il se trouve qu'Ensisheim, comme Fontaine dans le territoire de Belfort, est classé en zone AFR intégrale, ce qui veut dire aide à finalité régionale. De ce fait, la Commission européenne autorise la France à octroyer des aides du plus haut niveau, à savoir à hauteur de 10% des investissements productifs. Donc Jeff Bezos a énormément besoin de cette aide, puisqu'il est le plus pauvre de la Terre. Et ces zones sont éligibles à ces aides jusqu'au 31/12/2020. Alors, combien de fois avons-nous manifesté? Qu'avons-nous entrepris pour faire état de notre opposition à ce projet? Et combien de manifestations en faveur du projet? Pas une. Des maires, des élus se sont exprimés contre le projet. Combien se sont exprimés publiquement pour le projet? 2. Le maire d'Ensisheim et le vice-président de la Comcom de Centre-Rhin. C'est décidément un grand projet imposé. Quand Peugeot est venu s'installer, tout le monde s'en est réjoui. Quand les multiples sociétés, usines japonaises sont venues, elles ont été accueillies dans la liesse. Et Eurovia 16, les porteurs de projets avancent masqués. Ils ont quoi à cacher? De quoi ont-ils honte? Alors, tout au long de l'été, les autorisations préfectorales attendaient la concrétisation du moratoire. C'est une explication pourquoi le CODERST, de CODERST en CODERST jusqu'à ce jour, du 3 décembre 2020, le CODERST n'a pas pu statuer sur ce projet. Suite à l'enquête publique, qui s'est terminée en juin, l'État a jusqu'au 6 décembre pour se prononcer, pour signer l'autorisation ICPE. Si pas de CODERST avant cette date, il n'y a pas d'autorisation, ce qui vaudrait refus du projet. Mais, ce qui serait bien pour nous, évidemment, mais le pétitionnaire peut faire constater la carence de l'État et poursuivre l'État. Alors, quand des associations comme nous s'opposent à l'État sur un dossier comme Stocamine, ça traîne, l'État n'en a rien à cirer. Mais par contre, l'État a les chocottes devant l'armada d'avocats d'Amazon et autres. Voilà. Je voudrais m'arrêter là et vous remercie de votre écoute. Merci Joseph. Alors je vais respecter la chronologie des interventions. Donc d'abord Yélise et Patrick, ensuite Loïc, puis je te donnerai la parole. S'il y a d'autres souhaits de parole, vous manifesterez ensuite à la queue leu. Donc Yélise avec Patrick pour une lecture. Voilà, à vous.
Bonjour tout le monde. Voilà, on va vous lire un texte de Georges Bischoff, historien et professeur émérite de l'Université de Strasbourg. Donc voilà. Les projets d'entrepôts géants de la plaine d'Alsace sont de même nature, si l'on peut dire, que la déforestation de l'Amazonie. Ce sont des crimes contre l'environnement et contre les hommes et les femmes qui y vivent. Et pourquoi ? Alors pourquoi? D'abord parce qu'ils accélèrent la stérilisation de l'espace naturel à grands coups de béton et d'asphalte, au détriment des terres agricoles et d'un paysage façonné par des siècles. Ensuite, parce qu'ils anéantissent irrémédiablement des activités de production et d'échange construites dans la proximité, en lançant sur les routes des milliers de poids lourds et de véhicules utilitaires, courant frénétiquement d'un hub à l'autre, des conteneurs aux chaînes d'emballage, en disqualifiant les emplois de manutentionnaires et de chauffeurs en attendant les drones. Enfin, en réduisant la société à un gigantesque drive commercial, résidentiel, scolaire ou récréatif, où règnent en maître les ronds-points et les parkings avec des pistes cyclables alibis et des canopées cosmétiques. Amazon est la matrice d'un nouveau prolétariat des tributaires de la route. Les gilets jaunes en sont les prophètes. Tout se passe comme si l'avenir se réduisait au volant et à l'écran, les deux mamelles d'un monde soumis à la tyrannie de l'instant, du tout pour moi et tout de suite. Le paysage n'est plus qu'un trajet livré à la vitesse et au gaz d'échappement. Le temps a perdu sa durée, on efface l'historique et sa dimension culturelle en conservant un zeste de patrimoine pour le supplément d'âme, mais en gommant sa substance. Convoité par Jeff Bezos ou ses clones, le site de Dambach-la-Ville, ou Ensisheim, c'est pareil, est une métaphore de la France actuelle. Largement ouvert vers le vignoble et la montagne, couronné par des châteaux forts prestigieux comme l'Ortenberg, c'est l'un des plus beaux panoramas de l'Alsace, l'un des seuls à avoir été épargné par les 30 glorieuses et les 40 miteuses qui ont suivi. Va-t-on le sacrifier à son tour? Les responsables politiques ont le choix entre l'opportunisme à courte vue et l'avenir de leur région et de la planète. C'est ici même, rappelons-le, que la paysannerie alsacienne s'était héroïquement battue, on parle de Dambach, avant d'être massacrée à Chervillers par l'armée du duc de Lorraine le 20 mai 1525. Faut-il rééditer La chèvre de M. Seguin? Bravo, merci pour ce beau texte d'un Alsacien convaincu qu'il faut effacer Amazon de ce territoire. Alors, je voudrais quand même remercier, je vais essayer de ne pas vous oublier les uns les autres, remercier bien sûr Ruxa et le Chaudron qui portons un tout petit peu cette lutte, mais ô combien accompagnés par des Gilets jaunes, je vois Alsace Nature, je vois Europe Écologie Les Verts, je vois même Jeff Bezos qui est venu ici pour nous dire qu'en 2020, sa fortune avait atteint 200 milliards de dollars. Merci à lui. Les amis de la Confédération Paysanne, évidemment. Climat Trois Frontières. Terre Solidaire également, la CCFD. Et je pense que... Et le Parti communiste aussi, je vous ai vu tout à l'heure. Et des Stockamines, mais on ne te reconnaît pas. Voilà. Et désolé si j'en oublie certains, mais vous êtes tous bien sûr la bienvenue, on est ravis de vous voir ici. Alors je passe la parole à présent à Loïc, si tu veux bien prendre le micro. Donc Loïc Minéry a porté le combat des élus qui sont opposés à Amazon, en Sud-Alsace notamment. Alors on va faire un petit nettoyage du micro. Oui, merci. Alors, je suis accompagné justement d'un maire, donc le maire de Lautenbach, qui a été aussi largement à la manœuvre dans cette affaire pour évidemment dire non à ce projet d'Amazon ici en Alsace. Et d'ailleurs, je remercie notamment nos amis barinois qui sont là présents, qui sont présents depuis le début et qui continuent, malgré les nouvelles qui sont un peu plus enthousiasmantes du côté de Dambach, qui continuent justement à venir nous soutenir par-delà les limites administratives. C'est donc le premier acte fondateur, mesdames et messieurs, de la CEA, d'accord? Puisque, on le sait très bien, autrement, il n'y a pas grand-chose à attendre de la CEA, au-delà des luttes de terrain et notamment de combats pour l'environnement et pour le mieux vivre au quotidien. Voilà, vous savez que d'ailleurs, ils sont beaucoup plus occupés à se battre pour la question du siège, pour la question de la localisation des instances de pouvoir pour la CEA à venir.
Et ils ont du coup pas trop le temps de se mobiliser, de venir ici soutenir les militants de terrain dans cette lutte contre Amazon. Mais d'ailleurs, qui a dit que c'était Amazon? On parlait tous d'Amazon. Moi, je parlerais plus de Fantomas. D'accord? On parlait de quelqu'un de masqué. Bah justement, voilà que Amazon avance masqué et au bout d'un an, peut-être, 1 an et demi, dira « Ah bah voilà, tous les recours ont été épuisés, je suis là, coucou me voilà, vous ne me vouliez pas, vous m'avez quand même. » Magique. Fantomas, mais aussi peut-être 007, puisque maintenant, Amazon fait dans l'espionnage. Vous avez suivi le nouvel article qui a été publié par Libération qui montre que Amazon espionne les militants écolos, espionne tous ceux qui refusent, qui contestent l'implantation de la firme américaine sur leur sol. En voilà des belles méthodes. Pour le projet, tout le monde l'a dit, hein, il n'y a pas grand-chose de nouveau aujourd'hui. Ah si, peut-être une nouveauté, un petit scoop, mais ça c'est offert, c'est gratuit. Donc demain, une nouvelle étude sortira pour prouver encore une fois qu'Amazon détruit de manière certaine beaucoup plus d'emplois qu'elle n'en apporte à chaque territoire qui envisagerait effectivement d'accueillir la firme américaine sur son sol. Donc, encore une fois, c'est une étude qui est consolidée, qui est faite sur l'Allemagne, sur la France et je crois un autre pays. Donc je ne dévoile pas l'ensemble de l'étude puisque c'est encore sous embargo. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Donc, mais demain, encore une fois, une étude prouve que c'est destructeur d'emplois. Mais certains de nos élus sont apparemment des adorateurs des friches, parce qu'ils sont prêts à avoir une friche, hein, coûte que coûte, hein, un beau bâtiment totem, une espèce de cathédrale au milieu de la plaine d'Alsace, si bien décrit tout à l'heure par le texte de Georges Bischoff. Donc finalement, ils sont dans leur jeu logiciel, dans leur fonctionnement habituel, de se dire, peu importe l'avenir du territoire, nous sommes des maires bâtisseurs, des élus bâtisseurs, on fait la politique de la table rase, on saccage l'environnement, on détruit les emplois, peu nous importe, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà les élus qu'on a aujourd'hui en Alsace en 2020. Il faut quand même en prendre conscience. Hein. Ils ont... Giscard est décédé aujourd'hui. Visiblement, ils sont restés bloqués à cette époque. Hein, à minima. Alors, ça me fait dire aussi que, à force de vouloir courir, comme des lapins, et encore, j'ai trop de respect pour les lapins, même, c'est très... comme des idiots, à force de vouloir courir vers le modèle nord-américain de la croissance infinie, du développement des high-tech, sans se poser de questions, sans mettre de limites, voilà que finalement, on nous précipite vers l'abîme. Vous voyez très bien vers quoi on veut nous entraîner. On veut nous dire que le modèle anglo-saxon, c'est le meilleur. Sauf qu'on voit très bien les ravages que cela fait aux États-Unis. Au passage, ça nous a donné Trump. Ce que ça fait ailleurs dans les pays qui ont choisi la recette néolibérale, les ravages sont catastrophiques. Et on voudrait nous dire « Ah mais non, mais on a déjà du retard sur les pays européens ». Mais bien sûr qu'on a du retard sur les pays européens voisins. On a du retard parce qu'on n'a pas interdit l'implantation de surfaces commerciales de périphérie, alors qu'on aurait dû le faire il y a 20-30 ans. L'Allemagne, la Suisse ont été beaucoup plus raisonnables en la matière. En Angleterre, pays néolibéral, s'il en est, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont taxé les constructions de parkings en périphérie pour éviter la prolifération des centres commerciaux et pour préserver leur commerce de proximité, de cœur de ville, de cœur de bourg. Est-ce qu'en France, on a fait ça? Donc oui, on est en retard. On n'est pas en retard par rapport au high-tech et toutes ces conneries, on est en retard par rapport au bon sens. Donc, à un moment donné, il faut remettre aussi les choses à leur place et il faut les réaffirmer. Alors, demain, vous savez, je vais en finir là, demain c'est Black Friday, donc vous allez tous vous précipiter évidemment dans vos magasins préférés, mais surtout pas commander en ligne. Voilà. Merci beaucoup, j'en ai fini, et puis continuons la lutte, ne lâchons rien, merci à vous. Yann ? Je me découvre pour parler à visage presque découvert, parce que c'est vrai que ça devient chose rare aujourd'hui. Yann Flory du collectif des Stockamines. Vous le savez peut-être, en ce moment, à Paris, sous les ordres des ministères, se décide l'avenir aussi de notre eau et du sous-sol alsacien avec le fameux stockage Stockamine. Donc, il paraît, j'ai appris ça ce matin, que dans les
prochains 15 jours, ça va se jouer. Alors c'est stop ou encore. Stop, on arrête tout, on bouge tout, on ferme et on n'y accédera plus jamais. 40 000 tonnes de déchets chimiques vont rester au fond de la mine et remonteront, nous le savons, peu à peu, pour polluer encore un peu plus notre nappe phréatique. Encore, on continue à déstocker et on va au maximum de ce qu'on peut sortir en sortant tous les déchets les plus toxiques. Donc tout ça, ça se joue maintenant. Alors la mobilisation, c'est maintenant ou jamais. Et j'en appelle à vous, bien sûr, qui êtes toujours mobilisés. J'en appelle surtout aux élus, les élus alsaciens qui tous ont manifesté leur souhait de voir sortir tous ces déchets pour garantir à jamais la qualité de notre eau. J'en appelle aux élus, députés, sénateurs, présidents des collectivités. J'en appelle à la ministre. C'est à eux, c'est à elle de monter au créneau maintenant, avec nous bien sûr, mais on les attend. Ils ont 15 jours pour faire basculer la décision de la ministre. On a 15 jours. Voilà, on a 15 jours. Alors, nous sommes cernés, c'est vrai, de projets complètement inutiles. Il y en a marre, on a envie de vivre un peu en paix, on a envie de vivre tranquille. Ras-le-bol, marquons une pause. Merci. Bravo Yann, merci. Alors vous allez devoir me subir encore quelques minutes. Je prends à mon tour la parole. Est-ce que vous l'entendez? Ouais. Est-ce que vous êtes encore chaud? Ouais. Ah, c'est un plaisir à entendre. Je joue à mon papier. Alors. Samedi, tout le monde à Mulhouse. Depuis que nos collectifs se sont mis en ordre de bataille, je pense notamment au RUXA et au Chaudron des Alternatives dont je fais partie, pour s'opposer contre l'implantation d'Amazon en Alsace, nous faisons tous sensiblement les mêmes observations sur la conduite inacceptable des affaires publiques par la majorité des élus territoriaux ou locaux, ceux qui sont aux manettes généralement, sur l'impossibilité de débats publics qui devraient être des incontournables de la vie démocratique, sur la façon méprisante dont nos protestations sont reçues par les décideurs, sur une vie démocratique, au final, bafouée par des élus et les services de l'État déconnectés des enjeux massifs qui affectent notre vie collective. Moi, je souhaitais aujourd'hui vous apporter ici quelques constats qu'a fait Alsace Nature dans une motion qu'avait adressée l'association en 2019 au ministère de la Transition écologique et solidaire. Cette motion appelait à une véritable démocratie environnementale. Elle a en particulier fait suite au déni de démocratie, au déni de justice, à la violence physique, symbolique et institutionnelle qu'ont subi les opposants au grand contournement ouest de Strasbourg. Cette motion d'Alsace Nature s'intitulait « Pour une véritable démocratie environnementale ». Vous allez reconnaître dans les constats que je vais vous faire, ceux qui suivent, que ce que nous vivons depuis quelques mois à travers notre opposition à Amazon s'y retrouve très bien. Premier point, dans les procédures courantes, nous avons souvent l'impression de nous trouver dans le modèle « cause toujours » où, effectivement, tout le monde peut s'exprimer, mais sans qu'il y ait de transparence sur les modalités de décision. Le point 2. Il y a peu de signes tangibles qui montrent que le dialogue a un effet, permettant de modifier, voire d'arrêter certains projets. L'immense majorité des projets sont réalisés tels que prévus, malgré les réticences ou les remarques qui ont pu s'exprimer. Je parle trop fort? Ouais, il me pète les tympans. Ouais, je vais essayer de ne plus me casser les tympans. Le point 3 de ces constats qu'a fait Alsace Nature, l'association des citoyens au processus de décision reste très problématique, car les procédures et les dossiers sont toujours très techniques et jamais rendus compréhensibles pour les non-experts.
Les démarches actuelles témoignent d'une culture administrative qui a du mal à s'ouvrir à la société. Il y a en effet beaucoup de commissions, il y a beaucoup de comités, beaucoup de procédures, mais paradoxalement, peu d'espace de discussion et de négociation quand ils ne sont pas provoqués par un conflit. De surcroît, les innovations institutionnelles ne sont pas accompagnées des innovations démocratiques nécessaires. Le point 5, donc 5e constat qu'avait fait Alsace Nature, la plupart des projets arrivent toujours trop tard dans la phase de discussion. Le débat sur leur opportunité est du coup le plus souvent occulté. La plupart des projets sont présentés comme allant de soi, comme une réponse à une question qui n'a même pas été posée collectivement. Les promoteurs ou les porteurs de projets sont en général peu formés à entendre les critiques et à déclencher suffisamment des processus de négociation. Dans les phases d'enquête publique, et on l'a particulièrement bien vécu à Ensisheim quand a eu lieu l'enquête publique sur le projet Amazon, dans les phases d'enquête publique se pose la question de l'accompagnement des commissaires enquêteurs, dont la trajectoire professionnelle marque souvent une relative bienveillance à l'égard des projets. La question se pose aussi de leur vraie liberté d'action. Les commissaires enquêteurs, ayant osé délivrer un avis négatif sur les projets aux enjeux importants, notamment quand l'État est juge et partie, sont rarement reconduits sur les enquêtes du même type. On l'a bien vu pour le GCE également, où les commissaires enquêteurs ont posé des avis négatifs sur le projet. Enfin, la composition des commissions privilégie trop souvent les aménageurs au détriment des protecteurs que nous sommes. Les avis de ces organes de consultation et de conseil sont souvent de pure forme et n'obligent en rien l'administration à les suivre. Alors cette motion, dans laquelle Alsace Nature faisait bien sûr aussi des propositions, n'a bien sûr jamais été prise en compte, ni suivie d'effet. Nous n'en sommes pas surpris. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je tourne ma page. Non, faut pas tourner. Allez, On continue. plus bas, plus bas. Encore un petit peu de patience, s'il vous plaît. Donc on voit bien actuellement également ce qu'il advient de la Convention nationale pour le climat. Totalement abandonnée, ou presque, hein, en tout cas elle est complètement détricotée, et de la réutilisation du glyphosate dans le cadre des problèmes qu'ont nos betteraves. Alors que faire face à l'absence d'écoute, au mépris ambiant des décideurs, quand la colère devient naturelle à force de ressentiment? Que faire quand on se sent dépossédé de nos propres existences par les prédateurs de notre bien commun? Que faire quand il n'y a plus de pacte de confiance entre les citoyens et les grands malades du pouvoir qui font ce qu'ils veulent, qui nous maltraitent et qui, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, en plus, veulent nous expliquer la vie et nous font la morale? Vous n'avez pas compris. Et on n'est plus en France, on est en Absurdie. C'est la nouvelle appellation du pays. Parfaitement. Eh bien, il convient au moins de les citer régulièrement pour ne pas les oublier. Ce qu'ils sont, pour ne pas oublier, ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Car la responsabilité du retard pris dans les changements urgents qui s'imposent leur revient. Je vais donc citer ici, pour qu'on ne les oublie surtout pas, pour commencer, Claude Holler, actuel président de la Comcom du Pays de Bar, et son prédécesseur Gilbert Choly, tous les deux capables d'énoncer tout et n'importe quoi pour justifier leur volonté d'accueillir Amazon à Dambar-la-Ville. Projet qui a été abandonné quand même. De manière simpliste et paresseuse, je dis bien de manière simpliste et vraiment paresseuse, leur seul argument a été de parler des emplois créés potentiellement par la multinationale, sans aucune réflexion globale sur Amazon et son modèle. On n'oubliera pas en passant que Claude Holler vend ses vins sur Amazon. Ça dénonce. Et comme certains le disent, on peut se demander à partir de combien de bouteilles il y a conflit d'intérêt dans cette situation. Une seule. Bon, le projet d'Amazon est abandonné, on s'en réjouit bien sûr. Hein. Et puis, il y a le baron Michel Habig, maire d'Ensisheim depuis 1995. Depuis 1995. On n'était pas nés.
Exactement. Ce monsieur est également président de la Comcom du Centre Haut-Rhin, où il a mis à genoux tous les autres élus de la Comcom. C'est le champion des mandats électoraux. Plus aucune gêne ne le traverse, rien ne lui résiste. Il a l'assurance et les certitudes de quelqu'un qui, en 25 années de mandat, se sent tout permis. Après les privilèges. Ce sera son dernier mandat. Habig est aussi président de nombreuses commissions où, manifestement, il s'affirme de manière autoritaire, peu disposé à accepter la moindre opposition à ses idées et ambitions. Et le pompon, c'est celle-là que je trouve quasiment la meilleure. On applaudit déjà. Voilà. Au conseil départemental du Haut-Rhin, Michel Habig est, attention, président de la commission agriculture, environnement et cadre de vie. On l'applaudit. C'est la meilleure. Et parce que c'est la vérité et qu'elle est publique, je ne vais pas me gêner pour rappeler que M. Habig a été condamné en 2006 à 6 mois de prison avec sursis et à 5 000 € d'amende pour l'incendie de 4 caravanes de nomades installées sur sa commune. Après avoir fait verser de l'essence sur les caravanes par 4 employés municipaux qui ont agi sur ses ordres, le maire a gratté l'allumette qui a mis le feu aux caravanes. Et M. Habig est toujours en fonction. À titre de comparaison, il y a 2 ans, une ministre scandinave a démissionné lorsqu'on a appris qu'elle avait payé un café hors cadre professionnel avec sa carte bleue de ministre. Vous voyez la différence? Cela en dit long sur notre belle France, bien malade de ses institutions, en tolérant que des condamnés puissent continuer à exercer leur mandat d'élu. Après la 5e République. Alors, j'ai presque fini. Alors aujourd'hui, il ne faut plus de compromis avec ceux qui nous mettent dans le mur en érigeant le capitalisme en valeur absolue. Voilà. Et d'ailleurs, si vous écoutez Guillaume Meurice, je ne sais pas si vous le connaissez, il disait « Le capitalisme fait caca partout et vous vend ensuite les pelles pour le ramasser ». Je crois que c'est relativement juste. Continuons à résister, à nous rebeller pour protéger notre bien commun, qu'il soit social ou environnemental. Continuons à désobéir. J'ai entendu parler de révolution derrière moi tout à l'heure. Par notre engagement, par notre éthique, par nos valeurs, le souci du bien commun et le respect du vivant, nous sommes l'élégance. La décadence, c'est eux, ceux que j'ai cités. La décadence, c'est ces décideurs qui s'octroient sans honte toutes les libertés en utilisant le mot République à chaque phrase. Merci pour votre attention. Écologie et transport. Il y a un petit truc qu'on n'a encore pas parlé, c'est de la 5G. Faudrait peut-être pas l'oublier, elle est en train d'être installée envers et contre tout. L'ANSES n'a pas rendu son avis, rien du tout. Alors pour illustrer le propos de tout à l'heure, notre association a écrit à 146 élus d'Alsace par 3 fois un courrier, premier courrier de 6 pages, aucune réponse. On leur a envoyé un courrier électronique aux 146 même, 3 réponses, juste pour nous dire on a reçu votre document. 3e courrier aux mêmes 146, 6 réponses. Sur 15 députés, il y en a un qui nous a répondu. Alors là aussi, effectivement, on est en train de vivre quelque chose d'absolument invraisemblable, parce qu'on est absolument convaincu que ces ondes vont avoir des répercussions sur absolument tout. Sur nous, déjà les humains, mais sur l'ensemble de la biodiversité, et que ça va détruire entièrement notre monde. Alors là aussi, il faudrait qu'on se réveille. Je sais que tout le monde est grand utilisateur de smartphones, mais il faudrait peut-être un peu qu'on abandonne ces outils, qu'on les envoie chier, parce qu'ils nous surveillent de partout. Hein? Si vous avez envie de lire, il faut un peu se lire un tout petit peu, et vous verrez que ces outils magnifiques, en même temps, c'est des outils de contrôle absolument fantastiques pour le pouvoir et pour la police. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'en abuser, ce serait aussi une bonne chose.
et puis essayer de faire en sorte que les cerveaux de nos compatriotes, qu'ils arrêtent d'être sclérosés, quoi, parce que j'ai vraiment le sentiment que depuis le début de cette crise sanitaire, de plus en plus, le cerveau de nos compatriotes est en train totalement de se scléroser. Et moi, je suis désolé de voir que beaucoup de gens pensent continuer à vivre comme ça, à être maintenus dans la naphtaline jusqu'à la fin de leur jour, que leur but ultime, c'est juste de survivre et d'espérer atteindre l'âge de 100 ans. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai pas envie de vivre comme ça jusqu'à 100 ans. Je préfère crever avant que de ne plus avoir de relations sociales, de ne plus pouvoir regarder les gens en face, de ne plus les reconnaître, de ne plus voir des gens sourire, de ne plus rien voir. De voir nos enfants masqués à partir de l'âge de 6 ans, alors qu'ils ne courent aucun risque. Moi, je trouve ça absolument dément. Alors, faisons en sorte un peu, même si on est un peu seul, mais ça fait rien, mais faisons faire marcher nos cerveaux de nouveau, ça nous fera vraiment du bien. Éveil et liberté! Merci, merci.